J'ai la passion de l'amitié, de la famille et du passé, c'est vrai. Alors j'irrite un peu les gens par mes excès de sentiments. Doit-on se taire pour faire plaisir, fermer les yeux sur l'avenir, alors que souffrent tous les jours les déshérités de l'amour? Qui peut m'en vouloir de leur dire qu'il y a toujours de l'espoir? Qui peut m'empêcher de sourire à ceux qui ont faim d'un regard? C'est vrai, je crois en Dieu et je le dis même si ça fait rire aujourd'hui. C'est vrai, pour moi l'amour et le printemps ont le visage d'un enfant, c'est vrai. Je suis comme tous les gens sincères, je crie souvent dans le désert. Doit-on se taire pour faire plaisir, fermer les yeux sur l'avenir? Pour être bien vu de partout, faut-il hurler avec les loups? Croyez-vous que ce soit facile d'aller chanter au monde entier que des chefs-d'œuvre en péril, c'est l'homme le plus en danger? C'est vrai, je suis comme tous les orientaux, je parle fort, je parle trop, c'est vrai. Mais on peut réveiller la terre à coups de chansons populaires, c'est vrai. Alors fidèle à mes idées, j'ai épousé la vérité. Et oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bonjour, je pense que vous serez comme moi et que vous n'aurez qu'à dire merci à Enrico Macias d'être avec nous aujourd'hui. Enrico, merci à plusieurs titres. D'abord parce que tout simplement, nous vous aimons beaucoup et que nous sommes contents de vous accueillir sur notre plateau des mercredis. Et puis parce que vous nous avez fait la grande amitié de jouer à la 5e génération. Très bien. Monsieur Leclerc qui est là près de Marc et nous allons lui... Monsieur Claire, pardon, et nous allons lui passer la parole dans quelques instants. Le docteur Françoise Forêt, tout le monde la connaît bien sûr. Et une autre méditerranéenne qui est alors de l'autre côté de la Méditerranée, Gisèle Pascal. Mais tout de suite, je vous propose de retrouver Monsieur Claire qui est un Parisien et pour notre séquence, témoin de son temps. Vous n'êtes pas une rapatriée donc? Je ne suis pas une rapatriée. Et nous sommes ici depuis... Madeleine, écoute-moi. Sainte Madeleine, entends ma voix. Sainte Madeleine, je n'ai que toi. Sainte Madeleine, réponds-moi. Que la haine soit écartée, que les chaînes soient évitées, que les peines soient rapportées. Sainte Madeleine de bonté, je sais que ce que je demande a peu de chance d'être accordé. Je sais qu'il faut faire une offrande pour la rémission des peines. Qui est vraiment formidable parce que c'était à la suite de mon... J'ai jamais oublié ça, Aline.
quand je suis arrivé en France, j'ai fait mon premier gala à Saint-Raphaël. Et c'était l'époque difficile pour nous, chanteurs un peu plus classiques, quoi. Méditerranéens, c'était l'époque du yéyé et tout ça. Et puis quand je suis passé, j'étais tout à fait au début du spectacle. Et puis je devais chanter 3 chansons, et j'en ai chanté qu'une. Vous devinez qu'au bout d'une chanson, j'ai été viré. J'ai pris le plus grand bide de ma vie, quoi. C'était le premier gala. Et j'étais tellement catastrophé, tellement peiné, que Lynn Monty, qui connaît très bien mon père, aussi parce que c'est une très grande chanteuse aussi de musique orientale, et puis là elle m'a surpris parce qu'elle chante drôlement bien. C'est-à-dire que tout ça n'était pas arrangé, Enrico ne savait même pas que Lynn Monty serait là. Et elle m'a vu tellement peiné qu'elle m'a fait revenir sur scène pour je sais pas, pour me sauver la partie, quoi, de cette soirée. Elle m'a ramené sur scène et je l'ai accompagnée dans Alger la Blanche. Elle a chanté Alger la Blanche et je l'ai accompagnée à la guitare. Et je dois dire que grâce aux applaudissements qu'elle a recueillis, ça m'a donné un petit peu de consolation et de courage pour la suite. J'ai jamais oublié cette histoire. Tu vois, tu es gentil, ça me touche beaucoup, Enrico, mais tu mérites le succès que tu as. Et je suis tellement heureuse de ta réussite, vraiment. Et je suis heureuse et très fière. Eh bien voilà. Écoutez, maintenant je vous propose, merci Lynn Monty. Et heureuse de passer dans cette émission. Je vous garde avec nous, bien sûr. On viendra tous te voir le 9 mai. Merci. Voilà. Mais maintenant, merci beaucoup. Si vous voulez bien, nous allons passer à notre séquence et nous retrouvons pour cela le docteur Françoise Forette, interrogé par Marc aujourd'hui. C'est notre séquence Information Santé, vous l'aviez deviné. Monsieur L. d'Ambrun, dans les Basses-Alpes, a 71 ans et il n'a jamais été malade. Il n'a coûté à la sécurité sociale que très peu d'argent, le prix d'une paire de lunettes et d'un appareil dentaire. Ce monsieur nous écrit en enfance. N'était pas en territoire de France, perdu au soleil du côté d'Alger. C'est elle, la France où je suis né, la France de mon enfance, juste avant son rêve d'indépendance. Elle était fragile comme la liberté. La France, celle où je suis né. Le soleil n'était pas celui de Marseille. Ma province n'était pas ta Provence. Je savais déjà que rien n'était pareil. Et pourtant, mon cœur était en France. La France de mon enfance, mon pays, ma terre, ma préférence, avait une frontière méditerranée. C'est elle, la France où je suis né. La France de mon enfance n'avait pas ces murs de silence. Elle vivait en paix sous les oliviers. La France, celle où je suis né. On avait l'accent d'une région lointaine. On était perdus comme en Lorraine. À l'école, on apprenait la différence, mais c'était la même histoire de France. La France de mon enfance, par amour, par désobéissance, son prénom était un nom étranger. C'était la France où je suis né. La France de mon enfance, moi je pleure encore de son absence. Elle était française, on l'a oubliée. La France, celle où je suis né.
Madame Bécache, vous avez écouté, ainsi que vos voisins immédiats, cette chanson avec, j'imagine, beaucoup d'émotion, car c'est aussi la France de votre enfance. Oui, c'est la France de mon enfance. Comme vous avez dit, je suis née dans le sud algérien, mais je ne m'en souviens pas du tout du sud algérien, parce que je l'ai quitté très jeune. Je me souviens, en revanche, de la ville où j'ai fait mes premières études. C'était Médéa, c'est une petite ville qui est située à environ 100 km d'Alger, sur une hauteur de 1000 mètres environ. Et c'est donc là que j'ai été à l'école primaire. Médéa est une ville qui a été jadis occupée par les Romains. Ils ont laissé de nombreux vestiges. On voit encore des remparts et des portes dans ces remparts. Enfin, il y a la porte du Nador, la porte de Lodi, la porte de Damiette et j'en oublie. Et pour aller à l'école, nous devions sortir des remparts, aller à l'extérieur donc, et passer devant la mairie. La mairie, sur l'un des murs de la mairie, j'aimais bien m'arrêter quelques minutes parce qu'il y avait une plaque qui me fascinait. C'était le poète Jean Richepin, est né ici. Alors je restais méditative devant cette plaque. Et puis j'aimais aussi, alors en sortant de l'école, m'attarder devant les teintureries. Vous aviez quel âge, Madame Bécache? Oh, c'était avant d'aller au lycée, je devais avoir 11 ans. Je suis rentrée après au lycée à Alger. Je vais vous parler d'Alger un petit peu plus tard, je finis de parler de Médéa. Et les teintureries m'intriguaient beaucoup. Je voyais ces écheveaux de laine encore tout fumants qui pendaient aux portes de ces teintureries. Il y en avait des rouges, des verts, de toutes les couleurs. Et je me demandais pourquoi ça fumait encore. Et puis après, j'ai su que c'était de la laine que l'on destinait à la fabrication des tapis. Parce que Médéa était célèbre pour ses tapis, tout autant que pour ses vignobles et ses vins qui sont de toute première qualité. Et vous en parlez, madame, avec encore la nostalgie, et Dieu sait que les années se sont écoulées, et que ce n'est pas là que vous avez passé le plus clair de votre temps, puisque vous êtes parti. Mais c'est vraiment le berceau de mon enfance, comme vous dites. Le berceau de mon enfance. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on dit qu'il ne faut jamais vivre avec le passé, mais quand vous entendez Madame Bécache nous décrire Médéa, on sent que depuis de longues années, que vous êtes toujours à Médéa. Ben oui, parce que ça m'a vraiment frappée quand j'étais petite. Madame, là, quand vous parlez dans votre lettre des odeurs, des couleurs, des fruits, des fleurs, de tout ce qu'on n'a pas à Paris, c'est évident, et à Alfortville, car vous vivez à Alfortville. Alors, quitter ces pays de soleil et de lumière pour venir à Alfortville, c'est évident. Est-ce que vous êtes arrivé quand même à trouver quelques joies, et je ne parle pas de votre famille et de votre vie de famille, je veux dire dans le quotidien, est-ce que vous êtes arrivé? Ah oui, bien sûr. Mes enfants sont nés ici, à Paris. Je les ai élevés, enfin, ils ont fait leurs études et j'ai participé à leur joie. Mais l'Algérie est restée... Je voudrais ajouter quand même quelque chose, signaler quelque chose de très important. Nous avons quitté un pays qui est l'Algérie, avec du soleil, c'est vrai. C'est un pays de vacances, oui, aussi, pour les gens qui ont besoin d'exotisme. Et l'Algérie s'y prêtait très bien. Un pays où il y avait des couleurs formidables. Mais c'est pas ça qu'on regrette. Parce que moi, je me mets à la place d'un monsieur d'Alfortville, par exemple, où il n'y a pas ce soleil, où il n'y a pas les mêmes couleurs. Lui, il a son odeur, il a sa couleur, il a l'ambiance, son ambiance, son atmosphère. Lui, si on lui demande un jour de quitter Alfortville, il va être aussi malheureux que nous. Il se trouve que nous, c'est un pays de couleurs, un pays merveilleux et tout ça. Mais ça ne veut pas dire que le pays où on est né, il est cher, c'est son racine qu'on nous a coupé. C'est l'enfance. Alors, je vais parler maintenant d'Alger, où j'ai fait mes études. Madame Bécache, je vais être obligée de... Oui, on va vous redonner la parole. Il y a monsieur et madame Damien qui habitent actuellement Montrouge. Madame Damien, vous êtes née dans la même ville que votre mari. Nous sommes nés à Oran. Quelle a été un peu votre histoire? Une histoire normale. Vous êtes née à Oran, vous avez vécu. Nous avons vécu, nous sommes allés à l'école comme tout le monde. Nous nous sommes mariés et mon mari a été nommé à ce moment-là, en 1938, à Soukaras. Dans le Constantinois. Vous travaillez à ce moment-là dans... À la SNCF.
à la SNCFA. Oui, bon. Et vous avez vécu dans le Constantinois. Nous avons vécu dans le Constantinois jusqu'en 1962, À ce moment-là, à l'époque à laquelle nous sommes rentrés en France. vous rentrez en France. C'est à ce moment-là que vous installez à Montrouge. Oui, oui. Ce qui m'a frappé dans votre lettre, c'est que vous avez la ferme conviction que vous reviendrez à Oran. C'est un peu C'est un peu un d'espoir. rêve, mais c'est un rêve qui se réalisera jamais. Parce que comme disait Enrico Macias, c'est Nos le pays attaches de sont là-bas. notre enfance. Ça, Pas en même temps, madame, attendez. Oui, monsieur. il y a toujours une attache qui est là, même si on ne peut pas y porter. Ce soir, quand on s'endort, par exemple, avant de s'endormir, on est un peu, quoi. Bon, ça arrive à tout le monde. Ça. On peut se dire, bon, on fait la lumière, on se couche. Il y a quelques minutes où on arrive à penser, même si on ne veut pas. On arrive, je dis moi toujours, bon, j'ai tourné la page, je me suis noyé dans la masse, c'est fini, c'est pas moi qui va changer la vie ici en métropole. Mais il y a quelque chose qui... C'est personne notre C'est drôle, je suis arrivé ici en 62, 52 j'avais ans. 52 ans, quoi. Vous savez, pour se refaire une vie sociale, parce que je sais pas comment ça se fait, quoi. C'est pas pour dire, là-bas en Algérie, comme on dit, les amis de nos amis sont nos amis. C'est vrai. C'est bien à la maison, on n'avertit pas, tu rentres, tu manges, on est 4, on y va pour 5, pour 6. C'est pas la même chose en France. Oui. Enrico Macias, je veux dire quelque chose. Oui, je voudrais dire que cette notion de rêve qui est liée un petit peu à la nostalgie, nous l'avons tous. Nous l'avons tous. Mais je voudrais aussi ajouter autre chose, c'est que cet accent que vous entendez, qui n'est pas perdu, ça prouve qu'on est encore chez nous. On est encore chez nous. Oui, mais Enrico Macias, vos fils n'ont plus l'accent. Non, mais non, c'est notre histoire à nous. Mais justement, c'est si j'existe, moi, c'est pour essayer de laisser une trace, pour ne pas que ça disparaisse, comme les Indiens et tout ça. Moi, je crois que tout ce qui est passé, ça a existé, ça ne peut pas s'effacer. Ça ne peut pas s'effacer. Madame Damien, vous êtes d'accord? Comment élevez-vous vos enfants et... J'ai élevé mes enfants plutôt à la française, puisque naturellement là-bas nous étions français. Et ils sont allés en classe comme tout le monde, véritablement sans aucune histoire autre. Naturellement, nous avons eu des difficultés à rentrer en France. Premièrement, pour les placer dans certaines écoles, où on ne nous a pas facilité les choses. Oui, ce que je voulais dire de très important, en dehors du souvenir, du rêve et de la nostalgie, c'est que nous les jeunes, moi j'étais jeune quand je suis arrivé, j'avais à peu près 23 ans, c'était un problème bien sûr, mais c'était pas un problème pour nous, parce que nous on avait tout l'avenir devant nous, c'était pour les personnes âgées. Et quand je vois encore mes grands-parents, bien moi je sais qu'ils ont perdu 10 ans de leur vie, ils auraient pu vivre 10 ans de plus. Et puis même les années de plus qu'ils ont vécu en France, en métropole, c'était déjà une première mort. Oui. Et ça a été dramatique, je voudrais le souligner, pour les personnes âgées. C'est pour ça que nous avons fait ce débat, aussi infime soit-il. Je pense que, et puis que vous avons offert aux uns et aux autres cette chanson d'Enrico Macias, la France de votre enfance. Vous pensez y retourner un jour, Madame Bécache? Bien, je suis retournée pendant la guerre, j'ai eu un poste au lycée d'Alger. Car vous êtes dans l'enseignement aussi. Je suis professeur d'anglais. Oui. Et j'ai eu un poste au lycée de garçons, d'abord au lycée Bugeaud, puis ensuite au lycée de la Croix, au lycée de jeunes filles. Et j'ai été très heureuse d'y retourner. Alors, je voudrais parler des facultés où j'ai connu Albert Camus et Max-Paul Fouché, qui ont fait leurs études de littérature française en même temps que moi. Et puis voilà. Il y a beaucoup de souvenirs dans tout ce que vous dites, et quelquefois le cinéma, un film rappelle une époque, rappelle un visage, rappelle des souvenirs très très personnels. La séquence qui surrappellera bien des choses aux uns et aux autres, et vous y retrouverez non seulement un visage, mais vous y retrouverez un personnage, une comédienne. Et que sont-ils devenus, Marc? Comment êtes-vous entré? Par la porte. J'ai pensé la consigne. Très bien. Et vous avez fait les beaux jours d'un poste périphérique pendant 2 ans. Et le 15 juin approche. De jeunes Arabes. Il fit cette réflexion, fort judicieuse. Après tout, ce jeune instituteur fait plus pour le français avec sa guitare que ses collègues avec leurs livres.
C'est vrai ça. Et puisqu'il enseignait la grammaire et l'orthographe, Enrico pourra sans doute répondre à cette question. Bien, sur quelle voyelle de l'un de ces trois mots doit-on mettre un accent circonflexe? Syndrome, muséum ou pylône? Vous avez 10 secondes, cher monsieur, et vous aussi, mesdames. Et ne soufflez pas faux. Syndrome, muséum ou pylône? C'est moi qui dois répondre? Non, mais attendez. Attendez que nos candidats répondent avant. Et vous mettrez l'accent après. Eh bien, allons-y, mesdames. ABC. Syndrome, muséum, pylône. Alors, qu'est-ce que vous répondez, vous, monsieur Macias? C aussi, bien Vous sûr. répondez C. Et puis, l'accent circonflexe, vous le mettez sur l'Y ou sur le O? Ah non, sur le haut. Ah, quand même. Bravo, mesdames. Bravo, monsieur. Très bien. Jacques Lamotta est venu à Paris pour le lancement de son livre Comme un taureau sauvage et pour la sortie de son film Raging Bull. C'est lui qui, le 16 juin 1949, déposséda de son titre de champion du monde Marcel Cerdan. Laquelle de ces trois affirmations concerne Marcel Cerdan? Enfin, laquelle, attendez, de ces trois affirmations concernant Marcel Cerdan est vraie? Il est né à Constantine, sur 113 combats, il en remporta 110 et il devient champion du monde en 1947. Vous avez 10 secondes pour répondre à tout ça. Et on écoute le pas. ABC, mesdames, s'il vous plaît. Madame Chen, Madame Danel et Madame Morcel. Allons-y, Madame Morcel. Oui, Madame Danel, c'est la lettre B, très forte. Sur 113 combats, il en remporte 110. Il remporte le titre de champion du monde le 21 septembre 1948 et non en 1947. Et il était natif de Sidi Bel Abbès. C'est comme ça qu'on dit. Constantine, j'aurais su. Je regarde un petit peu mon petit tableau et je remarque que Madame Morcel a 4 points, Madame Danel 5 points et Madame Chen 3 points. Une question musique maintenant qui va intéresser fort Madame Gisèle Pascal et puis qui nous est offerte par notre ami James Madelon. Nous avons le plaisir, ô combien, d'avoir avec nous Gisèle Pascal. Nous allons l'entendre et vous allez nous dire dans quel film elle chantait cette très jolie chanson. Écoutez bien. Un petit peu plus fort, s'il vous plaît. Un oiseau chante dans mon cœur et sa chanson est douce comme une caresse. Un oiseau chante dans mon cœur, c'est le printemps, tout est joyeux, tout est en fleurs, il fait si beau. Alors, est-ce dans Mademoiselle s'amuse, Amour, délice et orgue ou Madame et son flirt? Vous avez 10 secondes. Ah non. Eh bien, mesdames, A, B, C, Mademoiselle s'amuse, Amour, délice et orgue, Madame et son flirt. Vous connaissez bien sûr la réponse. Madame et son flirt. Madame et son flirt, la lettre C. Le film était de qui, vous vous en souvenez? C'était avec Robert Derry et Andrex. Est-ce que vous voulez que je vous souffle? Oui. Jean Marguenat. Oui. C'était ça? C'est ça. Très bien. Merci, monsieur Madelon. Merci. Eh bien, maintenant, nos candidates vont poser leurs questions aux personnes qu'elles ont choisies. Et je pense que madame Danel va poser sa question au docteur Forêt, je crois. Me trompe-je? Non. Alors, allons-y. Allons-y, madame Danel. Pouvez-vous nous dire ce qu'est un ergue? Premièrement, une prison où l'on enfermait à Rome les esclaves. Deuxièmement, un désert de sable avec dunes. Troisièmement, une pointe de corne derrière le pied d'un coq. Vous avez 10 secondes, cher docteur. Une prison où l'on enfermait à Rome les esclaves, un désert de sable avec des dunes, une pointe de corne derrière le pied du coq. Cher docteur. Alors moi je ne sais pas, je connais une 4e définition, c'est une unité de mesure. Oui. Mais je ne connais aucune des 3 autres. Alors je vais dire A. Vous dites A. C'est B.
Et oui, c'est un désert de sable avec des dunes, mais ça fait rien. C'est pas règle. C'est pas contagieux. Non, c'est les pierres, les règles. Ah, c'est le pierre. En tous les cas, merci de ne pas avoir répondu. Madame Danel marque un point. Et vous devriez... Madame Morcel, vous posez votre question à qui? À monsieur Enrico Macias. Bah tiens, écoute bien. Qui a écrit « La charité est un plaisir dont il faut savoir se priver ». En A, Gavarni, en B, Théophile Gautier, ou en C, Victor Hugo. Vous avez 10 secondes, monsieur Macias. 10 secondes pour trouver. La charité est un plaisir dont il faut se priver. On s'en prive pas d'ailleurs. Moi, je vais dire Victor Hugo. Non, c'est Gavarni. Ah. Sulpice Guillaume, dessinateur français, né et mort à Paris en 1804-1866, peintre du temps de Louis-Philippe. Bravo, il est mort. Pourquoi ça sert alors? En tous les cas, merci beaucoup, monsieur Macias, de ne pas avoir répondu à cette question. Un point de plus pour madame Morcel. Et là, eh bien, nous demandons à madame Chen de poser sa question, je pense, à Gisèle Pascal. Ah, Gisèle Pascal, et vous parlez bien fort, madame. Qu'est-ce qu'un Z? Qu'est-ce qu'un Z? Est-ce un oiseau? Un reptile? Un reptile ou un poisson? Vous avez 10 secondes, madame Pascal. Oui. Un reptile ou un poisson. Ça s'écrit Z2Z. Oui. Un oiseau, un reptile, un poisson, ABC. Bon, ben... C'est un oiseau. C'est un poisson. Ah! Et on l'appelle aussi. On l'appelle également le Saint-Pierre. Voilà. Je dois la vérité de dire que Gisèle Pascal le savait. Elle est tellement gentille qu'elle a voulu vous faire gagner. Alors ça, je vous l'appelle gentil. À cause des mots croisés Voilà, et du crème. En tous les cas, merci beaucoup, Gisèle Pascal. Bravo, madame Chen. Et là, le hasard a fait que, vous allez le voir, vous allez l'entendre plus exactement. 3 points, tout de suite, une question envoyée par une amie téléspectatrice, mademoiselle Solange Muisse, de Paris, dans le 17e. Et mademoiselle Muisse nous demande si un carassin doré est un papillon, un poisson ou une fleur. Et ça, ce sont les aléas du tirage au sort. Vous avez 10 secondes, mesdames. Papillon, poisson, fleur. Eh bien, allons-y, mesdames. Papillon, poisson, fleur, madame. Alors, ABC. ABC est là, c'est bien. Mademoiselle Muisse va recevoir un petit poste transistor. Quelqu'un sur le plateau le sait? Gisèle Pascal. Oui. C'est un poisson et le carassin doré ou cyprien est tout simplement un petit poisson rond. Voilà. Donc mademoiselle Muisse recevra son petit poste de radio et je regarde mon petit tableau et je constate que madame Morcel a 5 points, madame Danel 7 points et madame Chen 5 points. Donc nous retrouvons en 3e semaine madame Danel. Bravo, nous vous applaudissons. Bravo madame Chen, bravo madame Morcel, merci d'avoir participé à notre émission. Et tout de suite, Marc, Enrico, Gisèle Pascal et tout le plateau. Au revoir, à bientôt. Phrase pour dire que nous accueillerons Pia Colombo dans un des prochains mercredis pour parler de sa carrière, des œuvres de Bertolt Brecht qu'elle interpréta et de son prochain spectacle. Si vous suivez la carrière de Pia Colombo, si vous souhaitez la rencontrer, vous nous écrivez. Et maintenant, on peut peut-être rejoindre Nicole, qui est tout près d'Enrico Macias. Voilà, oui, nous bavardions très gentiment parce que, je le redis, Enrico Macias c'est quelqu'un qu'on aime a priori et puis qu'on aime encore plus quand on le connaît un petit peu. Alors Enrico, je n'ai qu'un espoir, c'est que vous reveniez bientôt nous voir, mais je sais que... Avec plaisir, vous savez que ma femme a tenu absolument à ce que je dise que nous avons fait, Suzy et moi, la première émission d'aujourd'hui, madame, et je suis content d'avoir refait encore. Eh bien, merci madame Enrico Macias et puis j'espère